Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 31 mai. L'intensification des frappes de l'entité sioniste contre le Liban. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam dénonce une escalade dangereuse et sans précédent contre les Libanais. Les déclarations continuent de pleuvoir sur un éventuel accord de paix entre Téhéran et Washington. L'Iran exige une pleine garantie de ses droits pour tout accord avec les États-Unis. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf est à pied d'œuvre à Séoul pour prendre part à la réunion ministérielle du partenariat Afrique-Corée. L'Ukraine annonce avoir subi une frappe de drone russe ayant endommagé un terminal logistique dans la ville de Dnipro au moment où l'AIEA s'inquiète des conséquences d'une autre frappe ayant visé la centrale nucléaire de Zaporozhye. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban en intensifiant ses bombardements et en élargissant son rayon d'action. Des panaches de fumée s'élevaient cet après-midi au-dessus de Tyr et de Kfar Tabnit après des frappes sionistes, tandis qu'un drapeau de l'occupant sioniste flottait au sommet de Qalat al-Sharif, le château de Beaufort, forteresse du XIIe siècle datant de l'époque des croisades dans le sud du Liban. Et cette attaque est la dernière d'une série d'agressions de l'entité sioniste contre le Liban. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a dénoncé l'escalade dangereuse et sans précédent contre les Libanais, condamnant une politique de la terre brûlée et de punition collective menée par l'entité sioniste. Israël ne cible plus seulement des sites ou des zones spécifiques, il met en œuvre une politique de destruction totale des villes et des villages, ainsi que de tous les éléments essentiels à la vie qui s'y trouvent. Il procède également à des déplacements massifs de population qui constituent une punition collective infligée à nos civils pacifiques. Ces politiques sont condamnées au regard de toutes les normes, conventions et lois internationales. Ce que fait Israël constitue non seulement une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, mais aussi une tentative d'effacer la mémoire de cette terre et l'histoire de son peuple. Nous assistons à une scène qui brise le cœur de toute personne au monde qui possède encore un sens de l'humanité et de la responsabilité morale. Et toujours selon le Premier ministre libanais, les destructions au Liban ravivent les traumatismes collectifs et alimentent un ressentiment qui nuit à la sécurité régionale à long terme. Israël doit savoir que sa politique de la terre brûlée, ses châtiments collectifs et la destruction de villages et des villes ne lui apporteront ni sécurité ni stabilité, au contraire. Elle creuse le fossé avec le peuple libanais, tout le peuple libanais, et laisse de nouvelles et profondes blessures dans sa mémoire collective. Soyez assurés que l'État libanais ne ménagera aucun effort pour parvenir à un cessez-le-feu, garantir le retrait complet d'Israël, obtenir la libération de nos prisonniers, permettre aux habitants de rentrer chez eux dans la dignité et la sécurité et mener à bien la reconstruction. Le ministre français des Affaires étrangères a annoncé dans ce contexte que son pays avait demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU suite à la prise par les forces de l'entité sioniste du château stratégique de Beaufort au sud du Liban. J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi ? Parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël
comme de tout pays, à la légitime défense. Rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban et son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais. J'ajoute qu'il s'agit là, pour Israël, d'une faute majeure, car cette prolongation des opérations militaires, cette avancée sur le territoire libanais est non seulement contraire aux engagements d'Israël, puisque depuis le 17 avril, nous avons un cessez-le-feu au Liban, c'est contraire au droit international et à toutes les résolutions qui prévoient que le Liban doit pouvoir disposer de sa pleine intégrité territoriale, mais c'est aussi contraire aux intérêts et à la sécurité d'Israël. Car chaque village bombardé, chaque village occupé, chaque civil qui est tué renforce le Hezbollah dans la durée. Pendant ce temps, le personnel de santé est confronté à un nombre effroyable de morts et de blessés. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, 36 attaques contre des professionnels de santé ont été recensées, faisant 27 martyrs et 80 blessés depuis l'annonce du cessez-le-feu au Liban. Et l'entité sioniste poursuit également son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, le corps d'un martyr ainsi que 8 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 72 939 martyrs et 172 927 blessés. Au moins 929 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a annoncé plutôt le 10 octobre 2025 selon l'agence palestinienne d'information, citant des sources médicales. Ce bilan comprend 247 enfants et 191 femmes. Avril 2026 aura été le mois le plus meurtrier depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, jamais respecté par l'entité sioniste, avec environ 117 martyrs enregistrés. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas a condamné l'annonce par les responsables de l'occupation sioniste concernant l'extension du contrôle de l'enclave palestinienne sur plus de 70% de la bande de Gaza et a accusé l'entité sioniste de ne pas respecter l'accord de cessez-le-feu d'octobre 2025. Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a dans ce contexte lancé un appel à la communauté internationale, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'elle intervienne et soutienne la mise en œuvre des termes du cessez-le-feu, avertissant qu'une escalade continue pourrait aggraver la situation humanitaire et sécuritaire à Gaza. Je vous le disais en titre, les déclarations continuent de pleuvoir sur un éventuel accord de paix entre Téhéran et Washington. Selon le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige l'équipe de négociation, l'Iran n'approuvera aucun accord avec les États-Unis tant que ses droits ne seront pas pleinement garantis. Les soldats sur le front diplomatique n'ont aucune confiance dans les paroles et les promesses de l'ennemi. Notre seul critère est l'obtention de résultats concrets avant de remplir nos engagements en retour. Tant que nous ne serons pas certains que les droits du peuple iranien sont garantis, nous n'approuverons aucun accord. La garantie de cette stratégie, ce sont nos propres vies que nous tenons entre nos mains, prêtes à sacrifier pour le peuple iranien. Sur un autre volet, le directeur général de la Pars Oil and Gas Company a annoncé que l'Iran avait plutôt repris la production de gaz sur 3 plateformes offshore du champ gazier de South Pars. Cette production avait été suspendue à la suite d'attaques américano-sionistes ayant paralysé les capacités de traitement de centrales de certaines installations terrestres.
Les récentes précipitations qui ont touché le nord et l'est de la Syrie ont provoqué la montée du niveau des eaux de l'Euphrate. La crue du fleuve a conduit à l'inondation de centaines d'hectares de terres agricoles et à l'évacuation des habitants de la région de Deir ez-Zor. Ces derniers réclament l'intervention urgente des autorités et des organisations humanitaires. Sohila Kilal. Ces images aériennes montrent l'étendue de la crue qui touche la province de Deir ez-Zor. L'Euphrate est sorti de son lit et a englouti les terres et les maisons de toute la région. Résultat, les habitants ont dû fuir dans l'urgence et des hectares de terres agricoles sont noyés sous les eaux. Nous avons sollicité du matériel pour colmater la brèche et empêcher l'eau d'atteindre les autres habitations. Malheureusement, les secours ne sont arrivés que dans l'après-midi et l'eau a déjà inondé de nombreuses maisons. Le niveau de l'eau du fleuve est monté de 3 mètres avec une expansion horizontale environ 50 mètres. Les terres agricoles adjacentes au lit de l'Euphrate sont complètement inondées. Alors que la crue est à son plus haut niveau et que l'étendue des terres submergées s'étend à des centaines d'hectares, les autorités locales sont à pied d'œuvre pour renforcer les berges de la rivière afin de limiter les inondations. Les habitants, eux, se rassemblent le long des routes inondées pour suivre l'avancée des travaux en attendant de pouvoir entrer chez eux. D'autres ont dû recourir aux petites embarcations nautiques pour pouvoir se déplacer. La superficie des terres inondées et endommagées par les crues en cours représente 520 hectares. Nous sommes actuellement au plus fort de la crue et le niveau du fleuve n'est pas encore stabilisé sur l'ensemble du territoire de la province de Deir ez-Zor. La direction des affaires sociales et du travail de Deir ez-Zor a mis en place un nouveau centre d'hébergement pour les habitants touchés par la montée des eaux de l'Euphrate, alors que le ministère de l'énergie syrien a annoncé une augmentation exceptionnelle du débit de l'Euphrate, avec un débit atteignant un pic d'environ 1800 mètres cubes par seconde. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé à Séoul, en République de Corée, pour prendre part à la réunion ministérielle du partenariat Afrique-Corée, prévue les 1er et 2 juin. Cette réunion qui verra la participation des ministres africains des Affaires étrangères aux côtés de leurs homologues sud-coréens sera consacrée à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions et résultats du premier sommet Afrique-Corée tenu en juin 2024, à l'examen des perspectives de développement de ce partenariat et à la préparation des prochaines échéances y afférentes. Coopération militaire, cette fois, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué algérien auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de la ANP, a entamé ce dimanche une visite officielle au sultanat d'Oman sur invitation du vice-amiral omanais Abdallah Ben Khmis Ben Abdallah Al-Raisi, chef d'état-major des forces armées du sultanat d'Oman. Lors de cette visite, Saïd Chengriha aura des entretiens avec des responsables omanais sur les voies et moyens du renforcement de la coopération militaire bilatérale. En France, plusieurs partis politiques, organisations syndicales et de défense des droits de l'homme ont signé une pétition de solidarité avec le peuple sahraoui, donc en défense de ses droits. Cette pétition a été signée donc avec le peuple sahraoui, exprimant le rejet du pillage continu de ses ressources naturelles par l'occupant marocain. Les signataires ont participé à une grande marche hier soir,
à Perpignan, organisé à l'initiative de la Confédération paysanne et du Rassemblement catalan pour la liberté des Sahraouis. Les manifestants ont appelé au respect du droit international ainsi qu'aux décisions de justice des instances européennes en la matière. Ils ont également réitéré leur soutien indéfectible aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à l'indépendance. Les électeurs éthiopiens sont appelés aux urnes demain pour élire les membres du Parlement qui désigneront ensuite leur futur Premier ministre. Selon la commission électorale, près de 50 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, soit environ 13 millions de plus qu'au précédent scrutin législatif de 2021. Nous avons confiance en nos dirigeants. Notre Premier ministre est un leader capable de guider le monde, qui a accompli des exploits remarquables sur la scène internationale et qui a reçu une reconnaissance internationale. Notre peuple doit saisir cette opportunité unique qui ne se présente qu'une fois tous les 5 ans. Votez pour le Parti de la prospérité. Chers compatriotes éthiopiens, libérez-vous de la peur, exercez vos droits et profitez de cette occasion pour voter. Faites entendre votre voix pour protéger votre pays bien-aimé. Victoire à l'éthiopisme, défaite au nationalisme étroit. Merci. Dans l'actualité aussi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé hier à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays, et épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, pour soutenir la riposte en cours contre l'épidémie. Il a notamment insisté sur le fait que l'OMS resterait aux côtés de la RDC tout au long de l'épidémie d'Ebola. Je pense que la clé du succès, c'est l'union et la solidarité. C'est notre meilleure immunité. Travailler en étroite collaboration avec les communautés, les écouter, comprendre leurs problèmes et s'efforcer d'y remédier nous aidera. J'en suis convaincue à enrayer cette épidémie. Nous l'avons déjà fait par le passé. Nous avons déjà maîtrisé des épidémies. Même si celle-ci est complexe, nous y parviendrons également. La clé du succès, c'est l'union. Nous sommes ici à Bunia, en Ituri, pour témoigner de notre solidarité et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Votre implication et vos actions feront la différence. La solidarité avec l'OMS, de l'OMS avec la RDC s'est notamment manifestée à travers l'inauguration d'un nouveau centre de traitement d'Ebola. Amala Meziane-Zitouni. Ici, c'est le nouveau centre de traitement d'Ebola dans la ville de Bunia, dans l'est du Congo. Une ville au cœur de l'épidémie d'un type rare d'Ebola où le virus se propage plus vite que la riposte. Le centre est un établissement ultramoderne équipé pour fournir des soins intensifs aux patients avec une capacité de 100 lits. Il accueillera tous les patients atteints d'Ebola à Bunia et ses environs. La structure sanitaire a été inaugurée par le directeur général de l'OMS qui a confirmé que 4 personnes devaient sortir de l'hôpital ce dimanche 31 mai à la suite de leur guérison de cette rare souche d'Ebola pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement ni vaccin homologué. Les patients ont pu être sauvés grâce à des soins de soutien symptomatique intensifs. Je crois que 4 personnes vont sortir aujourd'hui. Une autre est sortie avant-hier, il me semble. Donc on peut guérir, bien sûr, on travaille sur des vaccins et des traitements, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas guérir d'Ebola. C'est un message important, je crois. Et disposer d'un centre comme celui-ci, c'est justement pour aider les gens à guérir. Voilà tout. Les soignants en tenue de protection se mobilisent pour affronter l'épidémie. Ici, chaque élément compte pour prendre en charge les patients et limiter les risques de transmission. Bon, les équipements sont là. Nous sommes en train de travailler avec ce que nous en avons. Mais nous vous assurons que s'il n'y en a pas, ça sera très difficile de travailler. Alors,
Nous demandons que ça soit toujours en permanence. L'OMS a déclaré vendredi que les derniers chiffres officiels faisaient état de plus de 1000 cas suspects et plus de 200 décès suspects. L'Ouganda voisin a confirmé 9 cas et 1 décès, a annoncé vendredi le ministère ougandais de la Santé. Dans le conflit russo-ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué qu'une frappe de drone russe a endommagé un terminal logistique dans la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, provoquant un incendie dans un entrepôt. Les autorités locales n'ont fait état d'aucune victime. L'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que son équipe en poste à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia avait demandé l'accès au site pour mener une enquête après qu'une frappe de drone a endommagé la salle des turbines de la centrale. L'attaque par drone était la première à se produire dans le périmètre de la centrale nucléaire depuis avril 2024. Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a exprimé sa vive inquiétude face à cet incident, avertissant que les attaques contre des installations nucléaires étaient comme jouer avec le feu. Allez, parlons football à présent. Plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. On connaît désormais la composition de l'équipe d'Algérie. Le sélectionneur Vladimir Petković a dévoilé ce dimanche à Alger la liste de 26 joueurs et un gardien réserviste comprenant notamment 4 joueurs évoluant dans le championnat local. Pour Vladimir Petković, l'objectif est clair, bien préparer le mondial, bâtir une équipe et gérer la compétition match après match. Tout donner et faire façon que la fierté puisse être mise en évidence. Et il y a toujours des adversaires de l'autre côté. Et on va chercher d'être meilleur de tous les adversaires qu'on va affronter. On a plusieurs objectifs. Avant tout, c'est de faire façon que cette préparation de 2-3 semaines puisse nous amener vers quelque chose de positif sur le plan tactique, technique, physique. Arriver pour le premier match au maximum et après, match après match, step by step, regarder ce qui se passe. En championnat d'Europe, le PSG a remporté hier une deuxième Ligue des champions d'affilée, une première pour un club français en dominant Arsenal en finale. À l'issue de la séance de tir au but à Budapest, Arsenal avait pourtant ouvert le score par Kai Havertz dès la 6e minute de jeu. Et Ousmane Dembélé a égalisé pour Paris sur pénalty à la 65e minute. Tout s'est ensuite décanté au cours des tirs au but. Le défenseur brésilien d'Arsenal, Gabriel, ratant sa tentative pour offrir une deuxième étoile aux Parisiens. Pour nous, a été compliqué, spécialement le premier mi-temps. On n'a pas trouvé les espaces, ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu les deuxièmes mi-temps, mais comme tu face à une équipe comme Arsenal qui défend, on ne bloque pas parfaitement. Ils sont très forts physiquement et techniquement. C'est difficile de surmonter. On a pu faire les matchs nuls et après, je pense qu'on a eu des chances pour gagner les matchs, mais à la fin, c'était back-to-back, a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fiers de nos supporters, très fiers de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club. Et, on est très content et c'est le moment de faire la fête. Le deuxième sacre du Paris Saint-Germain a été entaché une nouvelle fois par les violences urbaines. Quelques heures à peine après la fête sur le terrain, la capitale française a basculé dans le chaos. Vitrines brisées, incendies volontaires et affrontements avec les forces de l'ordre. Le bilan de la nuit est lourd. Plus de 200 blessés et près de 800 interpellations. Maria Chouillard. Le terrain d'un côté, la rue de l'autre. Quelques heures à peine après le nouveau sacre du Paris Saint-Germain, la fête a cédé à l'anarchie.
Une nuit de tension extrême dans la capitale et un bilan lourd. Des airs de déjà-vu, mais en bien plus violent. Derrière la joie du 12e cercle du club parisien, la nuit a très vite viré à l'affrontement. Sur les boulevards, des incendies sont provoqués et des vitrines brisées par des groupes de casseurs. Face aux jets de projectiles, la police réplique au gaz lacrymogène pour disperser la foule. En quelques minutes à peine, l'air devient irrespirable et l'avenue bascule dans le chaos. Nous avons procédé à 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national. C'était ça 592 l'année dernière pour le même événement. Donc nous sommes à plus 32%. Et à date, ces 780 interpellations ont donné lieu à 457 gardes à vue. Le bilan comptable de la nuit est historique. Pendant que le vestiaire parisien célébrait un titre de champion maîtrisé de bout en bout sur le terrain, les supporters les plus radicaux et des groupes de casseurs opportunistes transformaient la fête en démonstration de force. Résultat, des centaines de blessés. Tirent des mortiers, jettent des projectiles. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont blessées compte tenu des violences qui sont commises. Voilà, on est sur 219 pour être précis, à date, c'est ce qu'on me signale comme participants blessés. Le PSG est à nouveau sur le toit de la France. Mais ce matin, la joie sportive a totalement été éclipsée par une triste réalité statistique. Une fois de plus, le football parisien se réveille avec la gueule de bois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.